Donc, depuis 2 jours, on est tous d'accord, je crois, que le changement climatique et la sécurité alimentaire et la nutrition ont trop souvent été traités séparément. Et en fait, ces deux problématiques sont étroitement liées à des systèmes alimentaires qui sont devenus dysfonctionnels, qui sont déterminés par un modèle de développement productiviste qui a négligé les dimensions environnementales et sociales. Donc, il est temps de rééquilibrer la situation, comme l'avait dit Charlotte Dufour avant moi, en partant de la demande, et d'impliquer donc le consommateur et lecteur dans la réorientation de ces systèmes. La plupart des consommateurs maintenant vivent en ville. On a plus de 50% de la population qui est urbaine. Et il est essentiel évidemment d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire de leur alimentation, mais aussi de prendre en compte l'impact de l'implication de leur mode de consommation sur la gestion de l'environnement dans les zones de production et sur l'emploi tout au long des filières alimentaires concernées, et notamment sur le territoire environnant. Il s'agit donc de promouvoir une alimentation durable. Vous avez tous trouvé, je crois, le papier qui a été fait par le Comité permanent pour la nutrition des Nations Unies sur l'alimentation durable là-bas. Je vous conseille de le prendre et de la prendre par cœur. Il s'agit donc d'une alimentation qui soit saine, bien sûr, mais aussi respectueuse de l'environnement et de la justice sociale. Municipalités et collectivités territoriales, en collaboration avec les acteurs locaux, sont donc amenées à jouer un rôle clé de catalyseur pour un développement durable qui contribue à la sécurité alimentaire et à une meilleure nutrition dans le cadre du changement climatique. Au cours de mon séjour au Québec ces dernières semaines, mais aussi dans le cadre de ma collaboration au cours des dernières années avec l'Université Laval, l'Université de Montréal et le système alimentaire montréalais, j'ai pu constater l'intérêt croissant des consommateurs pour des produits locaux de bonne qualité. Jardins communautaires, poulaillers, fermes maraîchères et petites unités de transformation locale se multiplient, mais se heurtent souvent à des problèmes de distribution et à des réglementations contraignantes. Partout dans le monde, les achats publics, notamment pour les cantines scolaires, les marchés paysans et la restauration, constituent des leviers déterminants pour une alimentation plus saine de la population et pour la création d'emplois. À Athènes, les jardins communautaires ont permis d'améliorer l'ordinaire des ménages les plus pauvres et de recréer du lien social. À Barcelone et à Londres, les marchés du centre-ville sont devenus des lieux de vie pour la population et aussi pour les touristes. À New York, les programmes de protection sociale distribuent des coupons qui ne peuvent être utilisés qu'auprès des maraîchers locaux. La lutte contre le gaspillage est devenue une priorité dans la plupart des villes. Et les restaurants proposent des produits locaux et de saison. Les enfants des écoles visitent des fermes et travaillent dans des jardins scolaires. Et partout, l'immigration, la précarité sociale et les problèmes d'emploi des jeunes et bien sûr des femmes constituent un défi et une opportunité. C'est souvent dans le domaine alimentaire qu'on trouve le plus de travail dans la plupart des villes, je pense notamment à Londres. Les initiatives d'économie sociale et solidaire naissent ainsi tous les jours. Mais dans quelle mesure une telle approche est-elle réaliste à terme? Est-il possible à la fois d'améliorer la disponibilité alimentaire, de contribuer au développement économique du territoire et de gérer l'environnement de façon plus durable? Je reviens d'une réunion à Toronto il y a 15 jours où nous avons une présentation des études prospectives qui ont été menées par l'Institut pour le système alimentaire durable de l'Université polytechnique de Quang Tien sur la biorégion du sud-ouest de la Colombie-Britannique. Et le résultat est assez encourageant. Ils ont fait différents scénarios. Ils sont partis d'une hypothèse qu'il y aurait 60% d'augmentation de la population d'ici 2050 et ils ont comparé business as usual, une amélioration de l'agriculture, une meilleure utilisation des ressources locales et une augmentation du territoire. Et ils ont trouvé que s'ils menaient une réallocation stratégique de leur production végétale et animale pour répondre à la demande alimentaire locale et limiter les impacts négatifs sur l'environnement de l'agriculture, accompagné d'une augmentation de la superficie cultivée, ça permettrait d'augmenter à l'échéance 2050 l'autosuffisance du territoire de 40% comme aujourd'hui à 57%
et de quasiment doubler l'impact sur le développement économique local, donc 100% d'augmentation. Ce type de recherche, ce type d'outil pourrait être extrêmement utile aux autorités municipales et rurales pour apprécier l'opportunité ou non d'une réorientation des systèmes alimentaires dans leur territoire. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'ai tout sauté. Non, ce que j'ai visiblement sauté, c'est qu'il y a actuellement énormément d'intérêt au niveau international. Il y a eu, l'an dernier, au mois d'octobre, à Quito, le nouvel agenda urbain a été signé. Et c'est la première fois qu'il y a autant d'attention qui a été portée à l'alimentation et à la nutrition. À côté de ça, vous avez également le pacte alimentaire de Milan, qui a été lancé en octobre 2015. Il y a à peu près 150 villes signataires. Et ces 150 villes signataires, il y a notamment Montréal. Et dans le cadre de chaque ville, ces villes échangent, se rencontrent tous les ans et échangent sur leurs expériences pour avancer ensemble dans ce type de réflexion. Donc, les exemples que j'ai cités avant sont des recueils d'informations qu'on a fait au cours de ce pacte, du processus du pacte du Milan. La prochaine réunion sera à Valence et j'ai de la chance, je pourrais aller visiter Valence, c'est super. Et donc, Toronto sera là et j'espère que dans les années à venir, les autres villes canadiennes pourront faire part de leur expérience. Alors, nous avons un panel qui est donc, j'étais contente, je connaissais tout le monde. Donc, Éric Duchemin, qui est directeur du laboratoire de recherche sur l'agriculture urbaine à Montréal. Il travaille depuis 10 ans sur ces thématiques. Il est coordinateur du CRETAO, qui est le centre de recherche d'expérimentation et de transfert en agriculture urbaine pour le Québec, qui est financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Ensuite, nous aurons Vincent Galarneau. Non, après nous avons Galia Chahine, pardon. Non, Vincent Galarneau, ok. Donc Vincent Galarneau, qui travaille pour Vivre en Ville, qui est une association qui s'occupe de l'aménagement du territoire au Québec. Et donc, lui travaille en particulier récemment sur la mise en place de systèmes alimentaires de proximité des villes et des régions du Québec. Et donc, last but not least, Galia Chahine, qui travaille depuis 2011 au développement d'un plan pour un système alimentaire durable et équitable pour la ville de Montréal et à la constitution d'un conseil alimentaire. Donc, elle va nous expliquer tout ce qu'elle a fait. Et donc, sans plus attendre, je vais leur passer la parole et je compte bien sur vous pour pouvoir compléter. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. J'ai le dur défi d'ouvrir et en 10 minutes de faire une présentation sur l'agriculture urbaine et quelle agriculture urbaine pour nourrir et transformer la ville à l'heure des changements climatiques. Donc là, il faut que je trouve, pour changer la slide. Alors, une des grandes questions qu'on a échangées au niveau du panel en l'organisant, c'est est-ce que l'agriculture urbaine peut nourrir la ville? C'est souvent des questions qu'on se fait poser et je réponds toujours, mais vous savez, c'est déjà possible. Il y a plein de villes qui le font déjà, où l'agriculture urbaine est un moteur et est un moyen de nourrir la ville. C'est un peu présent un peu partout. La question que je retourne, c'est quelle agriculture urbaine de parlons-nous et est-ce que l'agriculture urbaine a comme seul mandat de nourrir la ville et est-ce qu'elle doit nourrir l'ensemble de la ville? Est-ce qu'elle doit nourrir toute la population urbaine et est-ce qu'elle doit être le seul moteur alimentaire pour une ville? C'est un peu des questions qu'on va explorer durant ces 10 minutes et je pense que mes collègues aussi vont poursuivre dans la même veine. Bien entendu, la première chose, c'est des jardins d'autosuffisance qui sont un peu partout alentour des maisons. Je prends beaucoup mes exemples du Québec, mais c'est des choses qu'on retrouve ailleurs dans le monde.
Donc, le jardin chez soi. Donc, c'est vraiment sur l'auto-alimentation, l'autosuffisance, qui est non conséquent pour le Canada et l'Amérique du Nord. Souvent, on est assez surpris de voir le nombre de jardins qu'on retrouve. Pour Montréal, Toronto, Vancouver, Portland, différents sondages relèvent que près de 40-42% de la population pratique l'agriculture urbaine chez eux. C'est énorme. Actuellement, ce qu'on fait, on est en train de regarder pour différentes villes alentour de Montréal et pour Portland, on est en train de faire de la cartographie pour voir est-ce que ce sondage-là se reflète vraiment sur le terrain et quelle est la grandeur et est-ce que vraiment c'est une stratégie alimentaire prise par les citoyens. Lorsqu'on parle de changement climatique, les grandes questions qu'on peut avoir aussi, c'est est-ce que les pratiques agricoles, horticoles de ces jardiniers et ces jardinières sont adaptées à ce qui s'en vient, aux sécheresses. Donc, dans le cadre d'un projet financé par Ouranos, on regarde aussi cette question-là, c'est est-ce que les programmes qui sont mis en place ou les jardins qui sont mis en place, que dans 50 ans, est-ce qu'ils vont toujours être productifs, puisqu'on risque d'avoir des sécheresses, des fortes chaleurs, donc quels vont être les impacts sur ces questions-là d'autosuffisance et de stratégie alimentaire prises par des personnes vulnérables en Amérique du Nord. Autre chose qu'on va avoir aussi dans les formes d'agriculture urbaine, c'est les jardins communautaires, les jardins collectifs, qui là, on va faire du verdissement, on va quelque part s'accaparer des espaces pour les rendre plus agréables. Souvent, en les verdissant aussi, on réduit les îlots de chaleur et on fait beaucoup de liens sociaux. Hein, on est parti de nourrir la ville à faire du lien social, à faire que les gens se rencontrent, à faire du partage aussi de connaissances alimentaires, partage de types de plantes. Justement, ça fait 2 jours que je réseaute avec Gaël Janvier d'Alternative en me disant « Hey, est-ce que tu as essayé ça dans ton jardin? C'est super le fun. » Le quinoa. Je ne pensais pas en faire du quinoa à Montréal, mais c'est possible. Donc, c'est aussi ça dans les jardins. Il y a des échanges entre les gens en disant « Hey, essayez telle plante, ça produit beaucoup. » et autres. Donc, par exemple, l'amarante, qui était très peu utilisée au Québec, qui arrive dans les jardins communautaires grâce aux immigrants bengalis du Bangladesh, ça fait partie de leur alimentation et c'est très riche pour l'alimentation. Donc, les jardins communautaires. Ce qu'on va voir apparaître aussi, et c'est l'urbanisme qu'on appelle l'urbanisme tactique, mais un peu c'est du guerrilla gardening. Donc, on va s'accaparer des espaces en friche, abandonnés. Donc, on va refaire vivre la ville. On va éviter qu'il y ait des zones abandonnées. Souvent, on va beaucoup aussi développer de la sécurité lorsqu'on s'accapare des endroits qui sont abandonnés. On les rend plus beaux, on rend les espaces plus esthétiques, bien, ça développe aussi un sentiment de sécurité dans plusieurs quartiers. Détroit est un exemple, Chicago aussi le fait. Comment s'est créé les jardins, les community gardens à New York, c'est exactement ça. À Harlem, dans le Bronx, les populations étaient tannées d'avoir des endroits en friche, abandonnés, délaissés. Ils se sont réappropriés pour faire quelque chose de joli, de bien et aussi d'utile pour la communauté. Et ça change beaucoup la structure d'une communauté au niveau social. Donc, voici un exemple ici à Montréal d'une réappropriation finalement citoyenne d'espaces qui avait été créé par la ville, mais la ville ne s'en occupait pas, c'était laissé à l'abandon. Donc, ce n'était pas très propre, les gens y mettaient leurs déchets. Donc, les citoyens ont décidé de s'approprier en faisant des jardins où tout le monde peut servir. Donc, c'est servez-vous et laissez-en aux voisins, aux prochains. Et bien entendu, les gens vont cultiver collectivement, ils vont échanger des livres, ils vont faire énormément de choses. Donc là, on est vraiment plutôt dans l'agriculture urbaine sociale, personnelle, mais ce qu'on voit beaucoup apparaître, c'est les fermes urbaines. Et là, on passe vraiment dans un niveau de nourrir la ville, de faire de l'insertion, donc faire de l'insertion économique, faire de l'insertion sociale, et aussi toute la question de la circularité, donc de l'économie circulaire qui se met en place. Un exemple à Montréal, le Palais des Congrès de Montréal, c'est 3 hectares de toit en plein cœur du centre-ville, un îlot de chaleur incroyable. Donc, un début de s'approprier cet espace-là, de le verdir pour faire en sorte que la température baisse à cet endroit-là, avec de l'innovation, beaucoup de tests, et c'est une ferme que le laboratoire Agriculture urbaine gère. Donc, nous sommes aussi, en tant que laboratoire de recherche, nous sommes aussi un producteur agricole au centre-ville de Montréal. Et donc, vraiment, l'idée là, c'est
de revoir le paysage et de lutter aux îlots de chaleur et peut-être de ramener aussi un peu de biodiversité au centre-ville, puisqu'on a mangé beaucoup de grillons cette semaine, mais il y en a là aussi, on pourrait les manger. Non, on va les laisser, c'est trop agréable d'avoir le son des grillons lorsqu'on monte à la ferme le soir. Autre espace aussi, et c'est encore ça, on se réapproprie lutte à les îlots de chaleur, les stationnements, des espaces de plus en plus délaissés, il y a énormément de stationnements qui sont délaissés, bien, c'est des endroits qu'on peut verdir et qu'on va réussir à se réapproprier et faire la lutte aux îlots de chaleur. Et quand on parle de circularité aussi, c'est l'idée de réutiliser la matière organique de la ville, tout ce qu'on essaie de composter chez soi, mais souvent on ne réussit pas à le composter. Les villes commencent actuellement à récupérer ça, mais souvent de mauvaise façon, tout du moins pas de façon agronomique. Mais tous ces fermes-là sont des lieux où on peut réutiliser cette matière organique-là. On parle beaucoup du choc pétrolier, on n'aura plus de pétrole bientôt, mais on parle très peu que c'est la même chose pour le phosphore. Plus de phosphore, l'agriculture qu'on connaît actuellement va être beaucoup moins productive. Et le phosphore, ça provient d'une ressource non renouvelable. Et bien entendu, ces fermes-là permettent de réutiliser aussi l'eau. Un autre exemple, et là, on était plus dans des fermes innovantes, quelque part, des nouvelles structures, mais il y a aussi des fermes qui peuvent se créer sur les sols, donc une ferme urbaine communautaire à Mercier-Ouest, sur des terres, finalement, qui appartenaient à un promoteur, mais qui est le gouvernement du Québec, qui est la SAQ. Il ne savait pas quoi faire avec ces terrains-là. Donc, un groupe communautaire de réinsertion sociale et économique s'est réapproprié ces espaces-là et change complètement la dynamique de la ville. Autre chose aussi, qu'est-ce que l'agriculture urbaine peut faire? Donc, un autre exemple, une serre communautaire productive. Comme ça, on a l'impression, c'est une serre comme les autres. Mais derrière cette serre-là, c'est tout le développement ce qu'on appelle un quartier nourricier. Donc, cette serre-là est le moteur de changement des questions alimentaires d'un quartier dans son ensemble. Donc, oui, il va y avoir un peu de production, mais ils vont surtout produire des semis, donc des semis de tomates, de kale, toutes les plantes que vous voulez, qu'ils donnent aux citoyens du quartier, qui vont le produire dans leur jardin et qui vont donner leur surplus dans un marché qui peut être remis en vente à faible coût pour les personnes qui, souvent, peut-être n'ont pas de terrain pour cultiver et sont à faible revenu. Donc, on réussit à développer un pôle alimentaire local qui change complètement les habitudes et qui permet de faire vivre un petit système alimentaire localisé. Mais la grande question, c'est, bon, c'est bien, on réussit à produire, mais ça ne suffit pas pour nourrir l'ensemble de la population. Il y a plein d'études qui font des calculs. Est-ce qu'on peut nourrir la population de Portland, de Montréal? On pourrait se dire oui, si on change complètement notre type d'alimentation, puis on oublie aussi tout ce qui est blé, tout ce qui est haricots, tout ce qui est patates. Mais je pense que l'agriculture urbaine développe quelque part une résilience alimentaire de quartier et de ville, mais doit développer un lien avec le périurbain et avec les autres systèmes alimentaires et se mettre en collaboration entre les deux. Et pour ça, bien entendu, il va falloir mettre en place une stratégie urbaine, de bien connaître ce qui est fait en ville et comment on peut mettre en place ce système local-là, urbain, de quartiers nourriciers, quartier avec un S, donc plusieurs quartiers, plusieurs régions nourricières, mais aussi mettre cette stratégie-là en lien avec une stratégie un peu plus globale, un peu plus locale au niveau du périurbain, des périurbains alentour des villes. Je ne sais pas si j'ai tenu mon temps. Si tu veux passer à Vincent, c'est pas mal. Alors, donc, pas Vincent. Oui, c'est Vincent. Oui, c'est Vincent qui me suit, qui va venir faire une intervention sur les villes et régions nourricières. Donc, il va poursuivre, mais je pense plutôt dans le rôle, quel est le rôle des villes sur ces questions-là. Donc, Vincent. Alors, bonjour à tous. Merci d'être encore ici à cette heure tardive. J'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie mentale.
Évidemment, je prends quand même quelques secondes pour remercier les organisateurs, aussi le gouvernement du Québec, la FAO et vous tous qui êtes toujours là. Alors, je vous présente aujourd'hui le résumé en fait du travail qu'on fait depuis plusieurs années là, chez Vivre en Ville sur les systèmes alimentaires de proximité, un petit survol donc de notre travail. Vivre en Ville, en fait, c'est une ONG donc à l'échelle du Québec. On a des bureaux à Montréal, Québec, Gatineau. On travaille sur l'ensemble des enjeux d'aménagement du territoire, donc habitation, transport, politique publique, énergie, mais également alimentation, bien sûr, puisque c'est à la base de la création aussi de milieux de vie qui sont de qualité, d'assurer minimalement un accès à des aliments sains. Et c'est vraiment le cœur de notre démarche. En fait, je vous dirais, notre travail s'oriente beaucoup sur la recherche, la documentation des bonnes pratiques, mais également l'accompagnement des milieux municipaux, régionaux, quant à ce qu'ils peuvent faire pour justement soutenir un meilleur accès à la saine alimentation. Et donc, toute cette réflexion-là sur ville et alimentation, elle n'est pas si simple. Elle se mène à l'échelle internationale. Je pense qu'actuellement, il y a une effervescence autour de ces questions-là. Et nous, ce qui nous a vraiment motivés à y travailler, c'est qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Je ne vais pas faire le tour de tout ça, on en a énormément parlé, mais il y a quelques enjeux qui se trouvent à la confluence des questions d'aménagement du territoire et d'alimentation, d'agriculture. Bien entendu, l'étalement urbain, hein, on en a tous entendu parler. Ça a été une des raisons d'être, même de création de notre organisation il y a une vingtaine d'années. Donc, on sait qu'on continue à se développer largement sur nos meilleures terres arables et c'est comme ça à l'ensemble du monde. Alors, ça ne pourra pas continuer ainsi longtemps. Autre enjeu majeur qui, évidemment, se décline différemment selon les régions du monde, mais qui est l'accessibilité à l'alimentation. Sachant que dans les pays occidentaux, cette alimentation se fait essentiellement dans les commerces alimentaires. On peut regarder différentes cartographies qui montrent que selon les quartiers, selon les régions, selon les villes, l'accessibilité, il y a beaucoup d'inégalités d'accès à l'alimentation. On parle, oui, des commerces alimentaires, mais également des autres infrastructures alimentaires, jardins, centres de cuisine de transformation, etc. Autre enjeu majeur. Et bien sûr, le gaspillage alimentaire. Oui, on le répète incessamment, mais il faut se rappeler, notamment ici au Québec, la responsabilité de la gestion des matières résiduelles repose beaucoup entre les mains des municipalités régionales. Et ce qu'on s'est dit, c'est si les villes municipalités doivent gérer ce qui sort du système alimentaire, hein, je n'utiliserai pas des expressions qui seraient déplacées, mais bref, tous les déchets du système, il y aurait peut-être avantage à essayer de les impliquer en amont de la planification des systèmes alimentaires, qui soient vraiment partie prenante. Alors, j'y reviendrai, puisque ce besoin de coordination, de gouvernance à l'échelle locale est, selon nous, peut-être ce qui va vraiment distinguer la création de systèmes alimentaires de proximité, au-delà des initiatives isolées les unes des autres. Alors, tout ça, c'est résumé un peu dans notre publication, justement, Ville nourricière, dont, finalement, on a essayé de synthétiser un peu les ingrédients, les stratégies, les pistes d'action qui peuvent être mises en place pour justement créer des villes, des régions nourricières qui s'appuient eux-mêmes sur des systèmes alimentaires de proximité. Plus tôt dans la journée, et je crois que même hier ça a été mentionné, l'humain est certes au cœur de de notre réflexion, au cœur du système alimentaire, mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les systèmes alimentaires fassent partie des préoccupations des collectivités locales et régionales. Et pour ce faire, on a identifié justement un certain nombre d'ingrédients. Je vais passer très rapidement, mais je pense que ça peut donner quand même une vue d'ensemble assez rapidement. Donc, selon nous, il faut absolument, d'une part, avoir un territoire, hein, des espaces pour produire. Ça peut sembler évident, mais on l'a vu, certains de ces territoires sont menacés. Certains de ces espaces sont parfois rares en milieu urbain. Donc, des espaces, ça nous prend bien sûr des gens, hein, des entreprises, que ce soit des entreprises libérales, des entreprises d'économie sociale, des groupes citoyens qui vont porter des initiatives, qui vont porter des entreprises qui seront, espérons-le, le plus prospères possible, mais aussi qui adopteront des pratiques responsables. Et ça passe notamment par un soutien, on le verra, de la collectivité. Au cœur de tout ça, au-delà de la question de l'offre et de la demande, qui bien sûr, dans une logique économique, prévaut bien souvent, en toute la question de l'accès qui est chère d'ailleurs aux acteurs de la santé, qu'il nous faut mettre, selon nous, au cœur justement de notre réflexion pour mettre en lien, afin de répondre en fait aux besoins nutritionnels de l'ensemble de la population. Et là, assurer l'accès, c'est un gros morceau, je vous en reparle dans quelques instants, mais gardons-le en tête pour le moment. La demande de proximité doit également être accrue dans la mesure où on dit
il faut produire plus, en 2050, il faut produire davantage pour nourrir tout le monde. Oui, mais toute cette nourriture-là, est-ce qu'elle atteindra vraiment l'assiette des consommateurs? Est-ce que nous sommes suffisamment conscientisés pour faire les bons choix alimentaires? Donc, toute la question de l'éducation, mais également donc, de l'intégration des produits locaux dans les circuits de distribution existants. On sait que ça reste un enjeu à la fois dans le nord et dans le sud que de mettre en marché ces produits. Alors, voilà un aspect sur lequel il faut aussi se pencher. Et ensuite, bien sûr, le cycle de vie des aliments. On parlait du gaspillage, mais en fait, c'est toute la notion qu'évoquait Éric également d'économie circulaire. Donc, comment les sous-produits d'une activité peuvent servir d'intrant à une autre activité. Et au cœur de tout ça, vous l'aurez compris, la question de la gouvernance, d'une gouvernance alimentaire locale, à laquelle je reviendrai dans quelques minutes, disons, puisqu'on dispose de peu de temps. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, sur la question de la protection, d'avoir un territoire productif, des espaces, s'assurer finalement de protéger notre territoire agricole. On n'en a pas beaucoup parlé durant ce colloque, mais il s'avère que nos modes d'urbanisation sont également à questionner quant à la façon dont on travaille notre territoire. Bien entendu, je n'ai absolument pas le temps aujourd'hui d'entrer dans tous les détails sur comment on peut consolider, densifier nos milieux de vie pour en faire des milieux de vie complets, de qualité, où les services sont accessibles, mais ça passe d'abord par ça si on veut protéger notre territoire agricole. Mais on peut aussi le mettre en valeur, bien entendu, à travers différentes initiatives, sachant que l'ensemble du territoire peut avoir vocation productive. J'en prends pour exemple le cas de la MRC d'Argenteuil, dans la région des Laurentides, qui a mis en place un super projet visant à desservir en fait les populations plus démunies. À terme, ils ont actuellement 1 hectare en culture intensive, mais ils développent également en production fruitière. Et ça, c'est porté par la MRC d'Argenteuil, donc par un organe municipal qui engage 2 à 3 personnes par année pour vraiment produire sur une terre municipale pour nourrir sa population. Alors là, on parle vraiment de nourrir la ville, nourrir les plus démunis. Mais évidemment, et là, même si c'est un sujet qui me tient à cœur, je ne parlerai que très peu d'agriculture urbaine, mais toute cette réflexion sur la mise en valeur de notre territoire productif, elle va jusque dans les centres urbains avec toute une déclinaison de façons de faire et qui implique aussi souvent des changements réglementaires. Si vous voulez avoir un exemple intéressant de modification réglementaire qui favorise notamment les fermes urbaines, je vous invite à regarder l'article 89, notamment, qui a été élaboré en 2013 par la ville de Boston, qui est un bon exemple, notamment pour encourager la mise en place de fermes urbaines comme celle-ci, le Food Project, donc à Boston. Deuxième ingrédient, donc rapidement, un autre exemple, on dit si on veut soutenir, avoir des entreprises prospères, qui ont des pratiques qui sont responsables, il faut aussi les encourager en ce sens-là. Et là, on parle du soutien de l'État, ça a été mentionné. Je suis très heureux d'entendre que les instances internationales vont aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que le soutien, l'argent public devrait aller à encourager les pratiques les plus responsables et à nourrir notre population. On a quelques programmes au Québec qui commencent d'une certaine manière, bien modestement, à encourager l'agriculture de proximité, mais ça reste encore bien marginal si on considère tout le soutien étatique offert à l'agriculture. Mais il faut également le soutien de l'ensemble de la collectivité à nos entrepreneurs agricoles, qu'ils soient davantage sociaux ou qu'ils soient davantage corporatifs, peu importe. Mais une des formes de soutien et un des modèles intéressants qui s'est développé au Québec est né dans la MRC de Brome-Missisquoi et en Montérégie. Et c'est un modèle qui vise en fait à jumeler des aspirants producteurs avec des propriétaires de terres qui sous-utilisent leurs terres afin éventuellement de leur louer ou de leur céder à plus long terme cette terre-là. Et ce modèle de banque de terre, donc, c'est en train de se généraliser à l'ensemble de la province, vu son succès, sous le nom donc, de l'Artère. Et encore une fois, ça nous provient d'une MRC, donc d'une municipalité régionale. Toute la question de l'accès, on pourrait s'y attarder très, très, très longtemps, bien sûr, l'accès économique. Il y a bien des enjeux qui débordent le système alimentaire en lui-même, le soutien aux revenus, etc. Mais il y a beaucoup quand même de leviers dont disposent les municipalités pour favoriser un accès physique, géographique à la saine alimentation. Et là, je vous ai donné un petit schéma qu'on a élaboré pour, évidemment, c'est un centre, disons, de village, de quartier ou de ville assez fictif, mais qui montre comment, par exemple, on peut réfléchir à l'articulation de nos transports en commun et de nos commerces alimentation pour s'assurer d'une bonne desserte. Est-ce que, par exemple, il est possible de cultiver les espaces publics appartenant à la municipalité pour en faire, par exemple, des aménagements comestibles, des forêts nourricières? Est-ce qu'on a accès à une variété d'offres de produits? Et tout ça peut être modulé par des outils à la portée de main des municipalités. On peut aussi travailler à toute la question de l'offre alimentaire dans nos commerces. Il y a des beaux projets actuellement à Québec, Montréal, qui sont beaucoup inspirés du modèle développé à Philadelphie et dans d'autres villes américaines pour améliorer l'offre, donc notamment mettre en place des fruits et légumes dans les dépanneurs, lieux qui sont d'ailleurs fréquentés
fréquentés énormément par les jeunes, par les populations les plus démunies et qui n'ont pas nécessairement une offre intéressante, mais par cette mesure-là, on peut donc essayer de les sensibiliser, au moins les mettre en contact avec des aliments plus sains. Je vais rapidement, en vous parlant évidemment de la mise en marché, c'est le nerf de la guerre, vous diront certains producteurs. Puis là, je vous donne l'exemple de l'épicerie au centre-ville de Burlington, au Vermont, qu'on a visité il y a quelques années et qui, ma foi, est un bel exemple de leadership ou de prise de risque de la part d'une municipalité, puisque dans ce cas-ci, l'épicerie qui était en place a quitté les lieux et la ville avait le choix pour son terrain de donner la chance soit à une coopérative d'alimentation qui existait depuis quand même une trentaine d'années, qui était bien structurée, mais quand même qui avait pas les reins aussi solides qu'une grande corporation. Et finalement, ils ont accepté. Et aujourd'hui, cette coopérative-là, elle fournit des barres à salade dans les écoles, elle livre des repas chez les aînés. C'est vraiment par et pour les habitants de Burlington. Je vais m'en tenir à ça. Donc, une super belle initiative où on voit que la localisation aussi de nos commerces d'alimentation est super importante. Et cette épicerie-là se vante, enfin, quand on leur demande, 73% de leurs fournisseurs proviennent du Vermont. Moi, je mets toujours au défi un peu les commerçants ici de nous donner leurs chiffres. C'est assez difficile de savoir quelle proportion des aliments viennent du Québec ou du moins des régions avoisinantes. On n'a pas beaucoup d'accès à ces informations-là, mais eux, ils le savent puisque c'est tous essentiellement des producteurs locaux. Vous voyez l'offre de fruits et légumes. D'ailleurs, ce sont des asperges du Québec qu'on voit ici. Là. Les limites administratives, étatiques ne sont pas non plus des limites absolues. On peut faire des beaux partenariats commerciaux avec nos voisins. Évidemment, l'éducation des mangeurs, des ateliers culinaires, ça participe aussi de ce développement de cette culture de la saine alimentation, réappropriation de nos compétences culinaires. Et en bout de cycle, le dernier et non le moindre, c'est encore le cas, toute la question de la récupération, réduire au maximum le gaspillage afin de réduire les déchets qui auront à être traités en bout de ligne. Donc, finalement, ici, un exemple d'une initiative dans le coin de Mirabel où on passe au champ, l'agriculteur passe une première fois, ramasse les patates, mais il en reste toujours. Donc, un groupe de citoyens qui s'organisent pour faire une deuxième passage au champ. Et ce n'est qu'un exemple, il y en a une multitude d'initiatives en ce sens-là. Mais ultimement, il y aura toujours des sous-produits à gérer. Et en ce sens-là, on a quand même possibilité de les mettre en valeur grâce à des initiatives justement de revalorisation. Et ici, dans le cas de Rimouski, ils ont choisi le compostage municipal. Il semblerait que les citoyens, ils n'en mangeaient pas, mais ils en redemandaient. Alors, c'est vraiment, on s'inscrit dans un cycle où finalement, on va à nouveau fertiliser les jardins et ainsi de suite. Donc, je vais terminer un peu la présentation seulement sur la question de la gouvernance parce que ça m'apparaît vraiment essentiel. Si on pense qu'un système alimentaire durable, c'est un réseau de collaboration qui est territorialisé, bien, c'est cette notion de collaboration-là qui est fondamentale. Et là-dessus, tout le monde a sa part à jouer. Bien entendu, les paliers de gouvernement supérieur, les entreprises qui sont les principaux acteurs, les organismes communautaires, les organismes d'aide alimentaire notamment, les institutions de recherche, d'enseignement, ont tous leur rôle à jouer, tout comme les citoyens en tant que mangeurs. Mais ce qui nous est apparu, c'est que justement, il manquait peut-être parfois autour de cette table, mais c'est en train de changer, fort heureusement, le milieu municipal et régional, puisqu'ils disposent de leviers, de pouvoirs, de compétences spécifiques qui leur permettent justement, comme j'ai tenté de vous le montrer, d'infléchir certains aspects du système alimentaire. Et donc, ici, au Québec, il y a une loi qui régit les compétences municipales. Il n'y en a aucune qui, traditionnellement, relève directement de l'alimentation. Mais si on regarde plus spécifiquement, qu'on parle d'activités communautaires, de développement économique, de transport, d'urbanisme, d'aménagement, de bien-être général de la population, je pense qu'on peut s'imaginer toutes les interventions indirectes ou directes par lesquelles les municipalités peuvent intervenir sur le système alimentaire. Et c'est en ce sens-là qu'on les invite à se joindre à la grande table, finalement. Je me plais à dire que c'est la table des chevaliers de la table ronde, en quelque sorte, puisque ça va être un bon défi de mettre tout ça en place. Cela dit, je ne crois pas qu'il faut avoir peur. Partout en Amérique du Nord, il y a des regroupements d'acteurs comme ça qui se mettent en place, des conseils de politique alimentaire, pour conseiller les élus, pour essayer d'amener un petit peu plus loin la réflexion. Et les exemples se multiplient. Évidemment, le pacte de Milan, on en a parlé, mais le conseil de politique alimentaire. Bref, toute une série d'exemples. Et je suis certain que Galia saura vous éclairer davantage sur une des belles initiatives qu'on a justement au Québec. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai le défi d'être la dernière présentation de la journée et de vous garder avec moi pendant les 10 prochaines minutes et le défi de prendre tout ce que tout le monde a dit et toutes les expertises qu'on a et dire comment on fait ça rendu sur le terrain dans une ville.
Je m'appelle Galia Chahine, je suis la coordonnatrice régionale du système alimentaire montréalais, le SAM, je vais vous parler un peu en 10 minutes de qu'est-ce qu'on a fait depuis 6 ans, Montréal comme un modèle de l'application de tous ces grands principes et de toutes ces interrelations qu'on souhaite avoir. Donc, le SAM, depuis 2011, travaille à concerter et à connecter les partenaires alimentaires dans la région de Montréal. Spécifiquement, notre territoire, et vous le voyez, c'est l'espace blanc au milieu, donc c'est l'île de Montréal. Mais c'est sûr que, étant donné qu'on est dans la communauté métropolitaine, on interagit avec les terres agricoles et l'ensemble du territoire métropolitain, veut pas, le territoire productif et autour de Montréal. Donc, on est vraiment spécifique à Montréal avec nos partenaires qui sont montréalais, mais on regarde au-delà de cette limite-là et c'est vraiment le terrain de jeu qu'on a, c'est le métropolitain. Le premier défi, c'est de prendre en considération et de respecter la mobilisation qui existe depuis très longtemps à Montréal. Donc, vous avez eu 2 exemples de personnes hyper engagées, multiplier ces 2 merveilleuses personnes en à peu près 300 autres experts. On a à peu près le profil de Montréal. Donc, il fallait concilier les énergies et les expertises et de réussir à avoir une vision commune, donc le SAM 2025. Le premier défi qu'on avait quand on a commencé à travailler, c'est d'avoir un plan de développement du système alimentaire durable et équitable de la collectivité de Montréal. Et chacun des mots est important et l'idée de savoir d'abord c'est quoi un plan de développement, ensuite c'est quoi un système alimentaire, comment on le définit, qu'est-ce que équitable veut dire pour tout le monde, le durable ça comprend quoi et c'est qui la collectivité montréalaise. Donc déjà ça a pris 3 ans à peu près à réfléchir, on y est parvenu donc c'est possible. Et ensuite, c'était vraiment de travailler avec des personnes extraordinaires à Montréal et à peu près un corps d'organisations communautaires, institutionnelles, régionales, locales, nationales, à peu près une 40aine d'organisations qui nous ont suivis depuis 2011 et qui sont très actives. Autour de ce premier réseau-là, de très, très actifs, on a à peu près un réseau de 200-250 experts spécifiques dans un des secteurs du système alimentaire. Hop, non, dans l'autre sens. Donc, comme je disais, le premier défi, c'est de dire où est-ce qu'on s'en va tous ensemble. Chacun va toujours avoir ses mandats. Donc, on n'empiète pas sur les mandats de chacun, on respecte l'expertise de chacun et tout le monde est à pied d'égalité. Donc, autant un producteur local qui fait dans un jardin communautaire, il a une expertise très spécifique, autant un universitaire qui a une connaissance académique a aussi une expertise. Et c'est de faire cette communication entre les institutions, le communautaire, le privé, le public et toute la grande famille. Donc, le défi, on l'a relevé, on a défini, on a écrit chacun des mots à 25 à 35 organisations. Donc, c'était l'idée d'avoir un système équitable et durable, mais vraiment en visant l'accès, la proximité, l'équité et le développement durable. Donc, c'est vraiment les balises sur lesquelles on s'est basé. Et pour y arriver, c'était d'atteindre une vision sur 5 orientations. Donc, l'offre alimentaire, on s'est tous entendus. Donc, on pense à ministère de l'Agriculture, l'Union des producteurs, la communauté métropolitaine, la Ville de Montréal, différentes directions. Donc, d'abord l'offre alimentaire, ensuite l'empreinte écologique du système, ensuite l'accès à l'alimentation. Et l'accès à Montréal se définit selon 3 façons, c'est-à-dire l'accès économique, l'accès géographique, donc une répartition équitable sur le territoire, et l'accès physique. L'accès physique, c'est à distance de marche. Dans les milieux urbains, c'est à peu près 500 mètres. Milieu rural, on parle plus de 1 km ou plus. Ensuite, la promotion de la saine alimentation et l'élément sur lequel je travaille au quotidien, c'est la 5, c'est-à-dire renforcer le maillage régional. Donc, mobiliser, coordonner, représenter et réseauter les partenaires. Pourquoi on fait tout ça? C'est sûr qu'on est dans une société dite bien nantie, on a beaucoup d'avantages, mais on a des sérieux problèmes, c'est-à-dire au niveau de la santé, notamment un Montréalais sur 3 a un problème de maladie chronique. 43% de la population montréalaise a une offre nulle ou négligeable à distance de marche. Donc, même à Montréal, il y a une grande population qui n'a pas accès à cette alimentation saine à distance de marche. 60% des Montréalais ont une faible consommation de fruits et légumes. Donc, même s'ils ont accès, la consommation n'est pas encore au niveau que l'on souhaiterait. Et l'enjeu de santé, c'est vraiment près de 30% de la population adulte de Montréal souffre d'embonpoint. Là, on est au stade avant l'obésité. Donc déjà, on a un début de problème qu'il faut adresser.
L'avantage de Montréal et de la zone métropolitaine, c'est qu'on a beaucoup d'acquis. Il s'agit juste de concilier les enjeux avec les acquis qu'on a, notamment des terres agricoles sur l'île de Montréal. On a 2047 hectares qui sont zonés agricoles, protégés par une loi provinciale, à peu près une centaine d'hectares qui devraient être potentiellement remis en culture. On a l'agriculture urbaine qui est hyper active à Montréal. Je ne sais même pas si ce chiffre est encore valide, mais 134 hectares en agriculture urbaine dans la zone urbaine. Montréal est le premier centre de transformation du Québec en termes d'emploi, en termes de nombre d'entreprises, au niveau de la distribution, etc. L'approvisionnement institutionnel, on a 40% de nos institutions qui ont une politique alimentaire spécifique, donc qualité, prix, le développement durable comme une priorité, la proximité, etc. Donc ça, c'est les chiffres. D'abord, il fallait dire c'est quoi un système alimentaire. Et ça, c'était un exercice assez phénoménal à faire, mais très intéressant. Donc, il y a d'abord la façon assez simple de simplifier donc, les différents secteurs, production, transformation, distribution, consommation et post-consommation. Donc, c'est la façon un peu plus simplifiée à expliquer un système. L'autre façon, c'est de prendre ces secteurs-là et de les territorialiser. Un peu comme Vincent vous expliquait, il faut que ça fasse partie de ce territoire et que ça représente, ça se situe sur un territoire donné. Et finalement, la version montréalaise, donc on fait toujours un peu plus compliqué. On prend l'ensemble des secteurs, on y ajoute l'ensemble des échelles d'intervention, donc du local, et lorsqu'on parle local, on parle de quartier, d'arrondissement et de municipalité. Le régional, c'est-à-dire l'agglomération, la région, la métropole, et le national au niveau provincial et international. À cela, on est conscient que chacun des secteurs a une spécificité. Donc, on a des experts qui sont dans des zones très pointues de chacun des préoccupations. Et le lien, en fait, le liant qui fait que c'est le système alimentaire, c'est nos valeurs. Donc, on met le développement durable comme une priorité, les technologies vertes, multifonctionnalité, le compostage, perte et gaspillage, et j'en ai enlevé quelques-uns, il y en a beaucoup plus, mais sinon, vous ne verrez plus. C'est vraiment ça la définition du système alimentaire dans lequel on fonctionne à Montréal. On est très conscient et très heureux de faire partie d'un mouvement global, de tout ce qui se passe à travers le monde. Notamment, on parle du pacte de Milan. Je vous expliquerai, c'est un élément clé pour ce qui va s'en venir pour Montréal. Donc, Montréal fait partie des 3 villes canadiennes qui ont signé le pacte de Milan, mais il y en a 148 à travers le monde, donc c'est déjà une grande famille à laquelle on peut être associé. On est conscient de toutes les lois qui se passent un peu dans le monde et on essaye de voir qu'est-ce qui est applicable pour nous. Il y a les stratégies fédérales, donc au niveau pan-canadien, et les stratégies plus provinciales qu'on essaye d'influencer et qui nous influencent évidemment. Tout ce qui est réglementation municipale et métropolitaine, donc plan métropolitain d'aménagement de la communauté métropolitaine, les règlements municipaux et j'en passe. Donc tout ça, c'est vraiment, il y a une interaction continue avec tous ces éléments-là. L'approche SAM, ce qui nous différencie, ce qui fonctionne jusqu'à maintenant, c'est vraiment le SAM mise sur le maillage multisectoriel, intersectoriel, interdisciplinaire, multipartenarial, avec le milieu de la recherche. Donc, on essaie d'assembler tous ces partenaires autour de la table et d'arriver à avancer ensemble. Ensuite, nous, lorsqu'on explique le SAM, nous, on travaille sur les trous. C'est-à-dire, on a tous nos partenaires qui ont leur mandat propre, mais nous, on est au niveau de la cohérence et de la complémentarité de toutes ces actions-là. Donc, on essaye d'agir et de pousser des initiatives qui facilitent les liens et qui renforcent les initiatives locales. Et on est un levier au niveau régional, au niveau stratégique et planification. Je suis bien dans le temps? Il reste combien de temps? D'accord. Donc, je vais aller plus vite. 2014-2016, Montréal, ce qui est intéressant, c'est qu'on est jumelé la saine alimentation avec l'activité physique quand on a un enjeu d'embonpoint de maladies chroniques autistes. Donc, l'alimentation et l'activité physique se jumellent sous Métropole en santé. Donc, c'est une initiative à Montréal. Je vais passer toutes ces belles photos que vous manquerez, mais si vous voulez, je peux vous passer ma présentation. Donc, des initiatives de maillage, de connexion, de développement des terres agricoles, de foires alimentaires à l'intérieur de la ville. Notre site, vous avez toutes les actions, donc vous pouvez y aller. Et c'est là que je vais prendre un petit 30 secondes pour parler de ce qui s'en vient. Montréal, le réseau un peu informel qui s'est développé depuis 5 ans, qui devient un conseil des politiques alimentaires. Donc vraiment, toute la gouvernance en termes de mécanique,
on a réussi avec nos partenaires, les 40, à définir et à transformer ce réseau-là en une instance beaucoup plus officielle qui sera lancée sous peu, avec des rôles spécifiques de maillage, d'expertise conseil, de recommandations au niveau des politiques, etc., et de levier. Et on est toujours, le pacte de Milan est dans notre ADN profond, et des chantiers au niveau de la sécurité alimentaire, de la production alimentaire, de l'approvisionnement et des pertes et gaspillages. Et je conclue là-dessus. Merci beaucoup.